Les dessous de l'immobilier en Estrie. Une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Les dessous de l'immobilier en Estrie au 1077 Estrie. Voici Jean-François Bérubé et ses collaborateurs. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Les dessous de l'immobilier en Estrie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Maxime Dosti de la compagnie Ancestra, Madame Alix Ouellet de la compagnie Valeur Ajoutée. Et sans plus tarder, nous allons commencer l'émission avec Monsieur Jean-François Poulain, urbaniste. Bonjour Jean-Françoas, comment ça va? Monsieur Jean-François Poulain, urbaniste. Bonjour Jean-François, comment ça va? Salut Jean-François, grand plaisir d'être là. Ça fait longtemps qu'on t'a eu à l'émission. Ben oui, merci de l'invitation. Écoute, l'urbanisme, c'est un enjeu, en fait, un sujet toujours très complexe, puis à la fois qui peut amener beaucoup de pistes de solutions. Oui, souvent au goût du jour. Hein? C'est pas un sujet qu'on parle comme ça avec nos amis, mais on en entend parler à tous les jours. Ça impacte notre vie quotidienne. Et oui. Ça impacte le coût des logements. Ça impacte les revenus des villes. Oui, on habite où? Ça devient de plus en plus compliqué. Ouais. Ça dépend de nos moyens et tout ça. Fait que assurément, le nombre de terrains disponibles, le nombre de logements disponibles, c'est un sujet de l'heure. Fait que c'est important qu'on en parle. Qu'on adresse le sujet. J'ai eu l'occasion dans les dernières semaines d'avoir 2 candidats sur 4 qui ont accepté l'invitation de venir se prêter au jeu d'un petit questionnaire, savoir en lien avec l'immobilier, la crise du logement. Chacun des candidats a une approche différente, une lecture de la situation différente. Maintenant, Jean-François, si je te pose la question concrètement, là, mettons, d'une façon mécanique, là, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait proposer à nos élus? Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut leur proposer qui sont... en fin de compte, un élu, quand il va arriver dans sa ville, bien sûr, nous, on aime bien parler d'urbanisme et de réglementation. Ouais. Cet aspect-là, pour lui, faut qu'il réussisse à avoir une vision commune, une vision... Commune ou globale? Globale. Oui, c'est ça. Hein? Une vision globale au sein de son parti aussi, puis au sein des élus. Ouais. Ce qu'on veut, c'est que le conseil ait une vision claire sur ce qu'ils veulent adopter comme réglementation. Souvent aussi, on va voir un manque au niveau des membres des comités, des fonctionnaires et tout ça, pour faire accélérer les projets de... C'est quoi, c'est un manque de cohésion, un manque de communication? Bien, c'est un peu comme dans tous les métiers. On cherche des employés qui ont beaucoup de connaissances et tout ça, ouais. Mais lorsqu'on double les comités puis ouais. Qu'on met beaucoup d'étapes dans un projet, bien, à chaque fois, il faut recommencer, puis tout ça. En fait, il y a toujours plein de bonnes intentions derrière ces comités-là, mais concrètement, ça peut parfois amener le contraire. À chaque fois, souvent, ça va ralentir un projet de développement, ouais. Puis c'est pas l'idéal. Parce qu'en fait, là, Jean-François, ce qu'on se dit, c'est crise du logement, logement abordable. La seule façon, selon moi, là, la façon crue de l'expliquer, c'est qu'il faudrait pratiquement inonder le marché de logement pour être capable de rétablir un peu d'ordre là-dedans. Oui, inonder le marché de logement, par contre, on veut du développement durable. Hein? Ouais. Faire du logement, ça veut dire aussi prendre soin de l'environnement, l'aspect social ouais. Aussi, comment ça coûte faire tout ça. L'ingénierie, souvent qu'on oublie. On fait souvent une planification avec des beaux règlements, mais on a-tu les tuyaux en dessous pour que ça fonctionne? On a-tu l'usine pour que ça fonctionne aussi? La planification. Oui, développement durable, c'est toutes ces sphères-là. Fait que si on a un élu que lui, il y a un seul aspect du développement durable qui l'intéresse, ça devient plus difficile. On le vit dans plusieurs villes. On adopte un règlement sur le plan nature, après ça, un autre sur les boisés, après ça, tout ça. Mais ça, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est sûr que pour un élu qui arrive au pouvoir, de consacrer une grosse partie de ses budgets à faire de la tuyauterie, c'est pas excitant, là. Hein? Puis effectivement. En fait, mais c'est ça, là, concrètement, mais c'est nécessaire. Si on veut protéger l'environnement puis supporter le développement, on le dit depuis longtemps, la ville de Sherbrooke, l'Estrie, on est victime de notre succès. On a beaucoup de gens qui arrivent de l'extérieur. En plus de l'immigration, on a quand même des bons employeurs, le centre universitaire, le CHU. En réalité, est-ce qu'on est trop ambitieux par rapport à la capacité d'accueillir tous ces nouveaux arrivants? La matière première qu'on a, c'est le terrain. Ouais, c'est la capacité de construire une infrastructure sur un terrain. C'est pas illimité, comme tu le dis, hein, fait que même si on aurait beaucoup d'ambition. Donc, les terrains qu'on a, il faut bien les planifier. C'est sûr qu'il faut peut-être revoir nos façons de vivre puis de construire nos terrains et de bien les planifier
Ça peut se faire par avoir une bonne réglementation qui est à jour. Donc, nos nouveaux élus, d'avoir une réglementation à jour puis qui est alignée sur ces orientations-là de densification puis d'efficacité, qui n'empêche pas de protéger aussi des milieux naturels puis des arbres et tout ça. Une fois que ça, on sait où on s'en va comme développeur, bien déjà là, le deuxième aspect qui va accélérer la crise de logement, c'est la rapidité de pouvoir livrer le bâtiment, d'offrir ce logement-là dans une date déterminée. Trop souvent, au Québec, on a des saisons. Ouais. On doit faire nos travaux dans des saisons précises. Fait que lorsqu'on a une facilité, une accélération de l'émission des permis, parce que les gens sont compétents, ils ont des réglementations claires, puis parce qu'on a une collaboration avec eux tout au long du projet, on réussit à livrer nos projets beaucoup plus vite, puis rapidement, la pression. On enlève la pression. Ouais, c'est pas ça qui se passe présentement. Là. Présentement, on rajoute un comité. Dans ce comité-là, il manque de monde pour aller le présenter. C'est pas les bons présentateurs. Nous, souvent, dans plusieurs municipalités, on va venir dire, peut-on être présent au comité puis aller présenter notre projet? Nous, on le connaît, notre projet. Ouais. On le sait. Si on met une place publique là puis qu'il y a de l'ombre dessus, on ne la mettra pas là. Mais souvent, des membres du comité, ils ont un fonctionnaire qui pose des questions puis qui ne sait pas trop quoi répondre. Puis c'est drôle que tu parles des saisons, Jean-François, parce qu'on est quand même dans une situation où les coûts de construction sont différents à l'été versus en plein hiver. Et là, souvent, les promoteurs vont essayer de céduler ça en fonction des saisons, mais si les différents comités, en fait, nous retardent, ça s'ajoute encore une fois au coût. Assurément. Puis, couler du béton, t'arrêtes de faire ça à partir de telle date à l'automne. Ouais, c'est ça. La même chose dans les infrastructures routières aussi. Là. Ouais. C'est essentiel, puis souvent, un élu ou une ville, la notion de timing, ça ne l'intéresse pas. Il n'est pas là-dedans. Mais il y a des municipalités, par contre, qui le font, qui ont des chargés de projet, qui s'assure d'accélérer justement. Souvent, on va accélérer l'hiver pour être capable de livrer au mois d'avril. Là. Présentement, là, c'est la grosse période. On est au printemps, tous les chantiers partent là, présentement. Je vais devoir t'arrêter pour une pause publicitaire, mais je vais te poser la question puis tu répondras au retour. Évidemment, on veut éviter l'étalement urbain. On a le projet nature, le plan nature. On a le moratoire. Puis on a une demande, l'augmentation de la population. Il y a quelque chose qui va devoir être sacrifié à un certain moment donné, mais tu vas répondre après. Je pense pas, mais j'ai hâte d'y répondre. Vous écoutez le balado Les Dessous de l'immobilier en Estrie. Nous sommes de retour avec Jean-François Poulain, urbaniste. Merci encore une fois d'être là, Jean-François. Grand plaisir. Avant la pause, je t'ai posé la question piège que j'ai d'ailleurs posée à nos 2 derniers candidats à la mairie qui sont venus nous voir. J'ai une réponse, mais j'en ai pas eu en même temps. J'ai hâte de voir comment toi, tu vas réagir. Augmentation de la population, crise du logement, plan nature, moratoire. Qu'est-ce qu'on fait pour dénouer cette problématique-là? En fin de compte, tu viens quasiment d'expliquer le développement durable. C'est quoi? On a des enjeux financiers, on a des enjeux écologiques. Tu sais, l'urbanisme, on essaie que de tout regrouper ça. Bon, une fois qu'on sait ça, c'est là la grosse question. Assurément, il va falloir qu'on densifie. Oui. Densifier, est-ce que ça se peut que le long des artères importantes qu'on vient de faire des pôles de densification, là où il y a du transport en commun, donc on va diminuer notre dépendance à l'automobile, là où la capacité des réseaux, elle est présente, parce que les ingénieurs sont capables de savoir là où il y a la capacité des réseaux. Donc, ça pourrait vouloir dire de démolir de l'existant pour dans augmenter... des endroits stratégiques. Oui. Mais la même chose au niveau de la protection des arbres. Si on connaît où sont nos beaux boisés, nos milieux écologiques, mettons, des milieux humides qui sont très importants, on n'ira pas développer là, mais ça se peut qu'on développe ailleurs. Mais est-ce qu'il y a des milieux humides plus importants que d'autres? Assurément. Puis il y a un gros travail qui a été fait par le plan nature. C'est un bon travail. Ils sont venus identifier ces secteurs-là. C'est juste que là, on travaille avec une définition d'un périmètre urbain qui date d'une autre époque. Qui date d'un schéma d'aménagement qui date de 2014, même 2012. Puis on a toutes ces nouvelles notions-là. Puis là, il faut ajouter du monde, mais il ne faut pas toucher au périmètre urbain. Fait que je crois que de réunir autant ces sphères-là, ingénierie, environnement, puis tout ça, ça va être le défi d'un futur élu, puis d'avoir une vision un peu plus cohérente de son territoire. Puis même, j'ajouterais une vision un peu plus régionale aussi. C'est-à-dire que on travaille tout ce que tu mentionnais, c'était beaucoup très Sherbrooke. Oui.
Mais on a très localisé. Ouais, mais on a un Magog, on a un Offord qui ont les mêmes enjeux, on a un Compton, Quaticook dans la région de l'Estrie. Si l'ensemble de ces fonctionnaires-là, c'est les gens qui réfléchissent, autant les élus que les fonctionnaires, pourraient avoir une vision plus commune. On a plein de routes qui ont la possibilité de développement. On a de la misère à les entretenir, mais elles sont présentes, mais on ne peut pas les densifier. On a des Mais pourquoi qu'on ne peut pas les densifier? C'est parce qu'on traite notre périmètre urbain puis notre planification par petites villes uniquement. On l'a vécu avec les guerres tarifaires qu'on vit avec Trump, puis même la guerre en Ukraine. On s'est rendu compte que plusieurs pays se sont regroupés puis on dit il faut peut-être faire les choses autrement. Il faut peut-être travailler ensemble parce que là, on a un défi. Bien, je crois qu'au Québec, chacune des MRC qui ont les gros défis qu'on avait de la misère à trouver les réponses, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Bien, il va falloir que nos municipalités, comme Sherbrooke, qui est une ville-centre, avec Magog, Offord, tout ça, on se regroupe. Puis quand on les met où, notre densification? Qu'est-ce qu'on fait avec nos routes qu'on a de la misère à entretenir? C'est laquelle qu'il faut prioriser? On a tant de budget dans l'ensemble de nos villes, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on ne dédouble pas ces budgets-là puis qu'on les investisse au bon endroit? La protection des milieux humides, il faut protéger 40 de chacun des milieux humides de chacun des territoires sans penser au reste. Bien, c'est peut-être pas la bonne solution. C'est la même chose, l'usine d'épuration. On en fait une qui penche à Magog, puis on est juste à côté à Sherbrooke, puis on n'en fait pas. À un moment donné, il va falloir... Parce qu'au final, la question de la crise du logement, là, c'est un problème de la population en général. C'est pas une problématique de territoire. Bien, je pense que la notion de territoire devrait être un peu oubliée. Nuancée. De mettre le bon logement au bon endroit. Puis c'est la même chose qu'un arbre. Tu mets l'arbre au bon endroit pour qu'il pousse bien. Bien, si on met tous des immeubles au bout d'une rue puis que c'est peu pertinent de le faire versus au centre-ville. Tu sais, Jean-François, je tiens quand même à dire, on parle de ça aujourd'hui, puis il y a, mettons, 4 ou 5 ans, jamais on aurait pu s'imaginer qu'on aurait été dans cette situation-là. Donc aujourd'hui, je pense que c'est pas nécessairement dire ce qui a été fait, c'est pas correct, c'est pas correct. Oui, on peut toujours faire mieux, mais je pense que n'importe qui aurait été au pouvoir, on n'aurait pas pu avoir de boule de cristal. Il y a beaucoup de barrières qu'on avait psychologiques, même en urbanisme, ou même un élu ou un... là, on sent qu'on peut aller plus loin dans notre réflexion. Puis, je suis allé récemment visiter en Ontario, la ville d'Ottawa. Eux ont vraiment une définition de la densité qui est très différente d'ici. On dirait qu'ils sont 10 ans d'avance. C'est une faut être construit en hauteur? Énormément en hauteur. Mais ils exigent quand même les écoles. Puis tout ça, tu sais, c'est beaucoup plus haut. Donc, il essaie vraiment d'intégrer tout ça, finalement. Exactement. Fait que ça va être un beau défi, en fait, pour nos candidats à la mairie 2025. On va pas suivre ça qui nous activement. Invite, puis qui invite les gens qui sont dans chacun de ces sphères de métiers-là. Mais là, on m'a dit là, que ça allait commencer vraiment plus après les vacances. Hein? C'est des vacances d'été, mais tranquillement, pas vite. Ils préparent les programmes électoraux, tout ça. Pour des promoteurs ou des développeurs, c'est une année difficile parce que lorsqu'il y a des élections, souvent, il n'y a pas de décisions qui se prennent quelques mois avant, quelques mois après. Les comités, bien, tout change. Puis lorsqu'on se retrouve dans une municipalité où les élus changent complètement, ça change aussi la vision. On parlait d'avoir une vision d'un plan d'urbanisme qui va être adopté possiblement un jour à Sherbrooke. Mais si c'est des nouveaux élus qui ont une autre vision, là, ce qu'on veut, c'est éviter les délais. Éviter les délais, sinon c'est très difficile de livrer du logement. Jean-François ou même Poulain, livrer des commerces. C'est toujours intéressant, Jean-François, tout ce que tu as à nous raconter. Ben, écoute, c'est moi qui te remercie. Jean-François Poulain, urbaniste. Je vais te souhaiter une super belle avant-midi. Puis une belle été. Un bel été. On est rendu là. Parfait. Merci. Bye-bye. Vous aimez l'émission? Vous avez des commentaires, des suggestions? Écrivez-moi à imo@cogecomedia.com. Je prendrai le temps de lire vos courriels, d'y répondre et certainement amener les sujets. Alors, imo@cogecomedia.com. Nous sommes aujourd'hui avec Madame Alix Ouellet. Bonjour Alix, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Ouais. Alix, tu es cofondatrice de Valeurs Ajoutées. Oui. Ouais. Alors, en fait, parle-moi un peu de ton projet. Bien, écoute, Valeurs Ajoutées, c'est né il n'y a pas très longtemps, là, à l'automne dernier, donc en 2024. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour un gros développeur qui a fait, entre autres, un beau projet dans la Naudière qui s'appelle Bissal Habitat. Oui. Qui a eu beaucoup d'attention médiatique, qui était un développement un peu différent. Là, avec les raisons. Oui.
Oui, parce que en fait, il y avait une composante de protection de territoire OK. de 80 dans tous les projets, ce qui était quand même assez unique. Donc, puis un quand peu... on parle de protection de territoire, est-ce qu'on parle de la CPTAQ? Donc, Non, non? on parle vraiment de mettre des servitudes de conservation, d'acheter un grand terrain, de le développer à 20 puis de Donc, protéger le 80 OK, donc c'est une zone qui est en fait zonée blanche, prête au développement, mais du propre chef, du fondateur ou du créateur ou du promoteur plutôt, vous avez créé des servitudes de protection. Oui, ce qui va Wow. complètement contre la logique du développeur traditionnel. C'est pour ça que ça a fait jaser, puis c'était, ça fonctionnait. Oui. Et en fait, ça crée encore une fois un milieu de vie, c'est ça. Tout à fait, parce que les gens qui achètent dans le développement bénéficient d'un parc protégé à vie. Est-ce qu'à ce moment-là, ça doit amener quand même des coûts d'exploitation supplémentaires aussi, j'imagine? Oui, oui. Écoute, B-Side, c'était un modèle particulier parce qu'il y avait une composante aussi de location court terme à travers tout ça. Donc, il y avait un aspect villégiature récréatif aussi. Oui. Donc, ça devenait finalement un bonus, une valeur ajoutée au projet. Puis, oui, dans un contexte de location court terme, c'était super pertinent, mais les gens qui achetaient, les propriétaires privés, bénéficiaient de ça. Eux, quand ils allaient passer leur fin de semaine avec leurs enfants, leur terrain leur appartient, mais ils ont aussi une copropriété une servitude, en fait, sur un grand parc. Donc, tu as pris, en fait, beaucoup d'expérience parce que pour toi, c'était une deuxième carrière. Je pense que tu as été beaucoup dans l'événementiel pendant une vingtaine d'années, c'est ça? Oui, j'ai fait une vingtaine d'années dans le monde des festivals, des grands événements. J'ai fait beaucoup de développement international aussi qui... Ça peut paraître étonnant, mais il y a beaucoup de ponts à faire parce qu'on gérait des sites, on dealait avec des municipalités, des équipes, de la machinerie, du design. C'est un peu... Ça prend beaucoup de débrouillardise, hein? Oui, c'est vraiment ça prend des couteaux suisses, là. Ça prend des bons généralistes, en fait. J'ai toujours dit, je suis pas une spécialiste, mais tu connais une bonne généraliste, tu connais un peu de tout dans Oui, tout. exactement. Je vais choisir à la carte les meilleurs professionnels pour accompagner les projets. Je veux qu'on parle de ton nouveau projet, la valeur ajoutée, là, parce que je comprends que tu as évidemment un bon bagage et tout ça. C'est quoi l'objectif, en fait, là, derrière ce projet-là? En fait, on a deux divisions, là. Donc, un côté où je fais du développement. Oui. Donc, on trouve des petits terrains, des terres dans les milieux ruraux et jamais en zone agricole, cela dit, là, dans les petits villages de Brome-Missisquoi, l'Estrie en général. Oui. Puis, on fait des petits milieux de vie à échelle humaine avec une composante de protection de territoire autant que possible. Donc, ça doit être bien accueilli dans les municipalités? Oui, c'est sûr, parce que encore une fois, c'est l'anti-casting du développeur, là, puis le développeur a souvent est stigmatisé. Oui. Tu sais, c'est la machine à saucisse, la machine à cash. Déjà, des femmes, il y en a moins. Oui. Fait qu'il y a une réception un peu de surprise, puis je sens qu'il y a beaucoup d'écoute. Mais on en a de plus en plus. Oui. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'en avoir plusieurs à l'émission. Puis en fait, c'est vraiment... on peut féliciter l'initiative derrière tout ça. Oui, à mon grand bonheur. Toujours contente de voir plus de femmes dans des métiers, entre gros guillemets, là, traditionnellement masculins. Puis j'accompagne aussi des développeurs. L'autre partie, l'autre volet de valeur ajoutée, c'est accompagner des développeurs qui... soit manquent de connaissances, n'ont pas le temps. Il y a des gens qui sont des spécialistes, justement. Il y a des profils types, là. Un excavateur qui achète un terrain, qui veut faire un projet, ses connaissances sont très, très pointues. Puis il manque un peu de morceaux au casse-tête. Donc, moi, j'arrive là... C'est vraiment multidisciplinaire. Oui, c'est ça. En fait, c'est l'espèce de chef d'orchestre au milieu d'un projet. Exact. Souvent, les gens s'embarquent dans des projets comme ça sans en voir l'ampleur. Puis, ça peut devenir, on est toujours à un mauvais projet d'une faillite dans l'immobilier. Fait que c'est un peu le rôle que je veux jouer, c'est de les guider. Oui, parce que c'est intéressant que tu dises ça parce qu'on entend plein de belles histoires, mais il y en a des histoires de catastrophes. Là. C'est pas toutes des histoires à succès. Puis pour les jeunes qui nous écoutent, qui souhaitent un jour se lancer en immobilier, entourez-vous de professionnels, faites les analyses correctement parce que c'est pas facile. Puis d'ailleurs, on voit avec toutes les normes, au début de l'entrevue, tu me disais on ne veut pas avoir de terrains qui sont zonés agricoles. D'acheter un terrain zoné agricole et espérer obtenir un dézonage, en fait, on se le dit, là, ça n'existe pas. Là. Non. C'est terminé, cette époque-là. Moi, j'ai connu un peu, là, fin des années 90, début 2000, où il y avait certains endroits où on pouvait obtenir des changements de zonage, mais en même temps, protéger le territoire agricole, c'est vital. Oui, c'est vital. Puis protéger au-delà du territoire agricole, parce que je suis un peu mitigée, moi, ça, c'est une autre conversation peut-être, mais
tu sais, les gens ont la perception que le territoire agricole, c'est la plus belle valeur écologique, mais pas tout le temps. Moi, j'habite en milieu d'un champ de blé d'Inde, là, je peux vous dire que c'est pas ce qu'il y a de plus écologique. C'est pour ça que la protection... Pas tout du bio. Non, c'est même 99 pas ça, puis ça a des grands impacts. Mais bon, c'est plus pour la protection d'une industrie que la protection d'un territoire, à mon avis. C'est une bonne façon de voir ça aussi. C'est pour ça que j'amène la protection de territoire dans sur des terrains qui auraient même un potentiel d'être développés parce qu'ils ont souvent des milieux humides, des milieux sensibles, des zones avec des contraintes, des fortes pentes. Bien, tout ça, c'est des milieux naturels super riches qui ont une vie biologique super importante. Donc, pourquoi pas les protéger aussi, même si c'est pas dans le cadre de la loi sur la protection du territoire agricole. Tu amènes tellement d'éléments importants. Moi, je le vois avec plusieurs promoteurs qui nous disent que c'est de plus en plus complexe, en fait, de faire du développement. En même temps, les raisons derrière, c'est de protéger l'environnement, éviter aussi l'étalement urbain, on se le dit. Hein? Tout à fait. Même si une municipalité décide d'augmenter la densification, puis qu'à ce moment-là, d'autres villes décident de faire de l'étalement urbain, bien, de raser une forêt à 20 km plus loin, c'est juste de déplacer le problème, là. 100% d'accord. Puis je pense que les villes il y a un déficit de professionnalisme ou de ressources, disons, dans les petites villes, les petites municipalités, là, puis je les jette pas en dessous de l'autobus, là, c'est vraiment une réalité, là, on manque de ressources. Mais ça change rapidement aussi, il faut s'adapter au changement. Oui, il faut s'adapter, mais je pense que les villes, justement, il y a eu un gros mouvement là, de protection, en fait, je dirais presque anti-développement dans l'optique de protéger du territoire. Ouais. Mais là, ils se retrouvent avec l'envers de la médaille, c'est que les municipalités ont plus de sources de revenus. Puis là, bien, ils envoient la facture aux résidents. Donc, exactement. Comment développer sans compromettre les milieux naturels? C'est un peu ça mon défi, tu sais, c'est un peu ça l'espèce d'équation à laquelle je veux arriver. Puis même, sans prétention, j'ai envie aussi d'amener les villes dans ce mouvement-là en présentant des projets qui sont peut-être pas qui rentrent peut-être pas tout à fait dans leur cadre, mais d'amener les municipalités à les accepter pour densifier des cœurs villageois différemment, de développer des territoires qui sont proches des cœurs villageois sans s'étaler, parce que les petites villes ont souvent des minimums de lotissement qui sont, par exemple, de 5 acres pour un terrain. On n'a plus besoin, là. On n'a pas besoin, le commun mortel n'a pas besoin de 5 acres pour vivre, là. Effectivement. Ce qui me fascine à l'émission, c'est que j'amène plein de profils d'investisseurs. À chacun ses couleurs, à chacun sa vision. On est chanceux quand même d'être dans un environnement où on a cette possibilité-là. En même temps, on parle souvent des municipalités, mais comment une municipalité aussi peut gérer l'afflux des différentes idées? On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Ça devient quand même un enjeu. Tu sais, on dit que les villes manquent peut-être de fonds, manquent de ressources, mais c'est un enjeu quand même important d'avoir autant d'idées et de dire, bon, à un moment donné, nous, on doit tracer une ligne. Ça devient quand même compliqué. Comment tu vois ça? Bien, en fait, ça justifie ce que je veux faire. C'est que aidons les villes à nous aider. Fait que, faisons nos devoirs avant de présenter un projet. Oui. N'essayons pas de rentrer un carré dans un rond. Les réglementations sont là pour guider. Ouais. Il y a des changements réglementaires qui sont plus faciles que d'autres à faire. Attaquons-nous à la bouchée qu'on est capable de prendre. Mais la responsabilité du développeur aussi, c'est de faire ses devoirs. Ouais. Puis de ne pas essayer de rentrer un projet dans la gorge d'une ville qui n'en veut pas ou qui n'est pas un projet qui ne sera pas ancré dans sa communauté. Ouais. Ça, c'est un autre sujet aussi. L'ancrage communautaire redevient est remis un petit peu à l'avant-plan là, parce qu'il y a beaucoup de... C'est plus facile, je pense, de se mobiliser maintenant avec... ne serait-ce que les réseaux sociaux, les gens se mobilisent, les communautés ont une voix. Oui. Fait que c'est la responsabilité du développeur aussi. Bien, d'ailleurs, tout le monde a une voix maintenant avec les réseaux sociaux. Tu sais, on parle, par exemple, des politiques et tout ça. Demain matin, là, même si on était élu, là, je pense d'une certaine façon, on est menotté dans certaines prises de décision parce que, dans le fond, tout le monde a droit à son opinion. Souvent, l'ensemble des opinions sont bonnes, mais elles vont diverger en fonction des besoins de tous et chacun. Je vais te donner un exemple, Alix. Il fut une période où la région d'Offord, la demande, elle était nulle. Il n'y avait pas de propriété qui se vendait. C'était vraiment Bromont là, qui a profité de la très forte demande parce qu'à Offord, on a le parc provincial.
Donc, les gens voulaient vraiment protéger l'environnement, la nature et tout ça. Et là, on a eu beaucoup de gens de la région de Montréal qui ont acheté la tranquillité qui venait avec Offord. Et là, on a eu du développement, puis là, des gens qui voulaient partir des projets. Mais ce qui était particulier, c'est les gens de Montréal qui bloquaient les projets d'Offord et non pas les locaux. Alors, tu sais, on dit toujours un peu « pas dans ma cour, pas dans ma cour ». Alors, ça devient difficile, finalement, d'avancer là-dedans. Je suis tellement d'accord. C'est le serpent qui se mord la queue, là. Oui. On veut du développement, mais on veut de la tranquillité, on veut de la densification, mais on veut protéger les territoires. Écoute, je peux pas solutionner ça aujourd'hui, mais je le constate, je le vis. Je pense qu'il y a un apprentissage, écoute, c'est le vivre ensemble. Là. Oui, effectivement. Puis trouver l'équilibre entre l'étalement urbain, la densification, l'air de vie. Tu travailles sur quoi présentement, Alex? Bien, j'accompagne plusieurs développeurs sur des projets dans plusieurs régions différentes au Québec. Oui. Du côté développement, on a acheté un terrain récemment dans la municipalité de Sutton où on va faire un petit projet en projet intégré. OK. Où on aurait un bon 23 heures. Qu'est-ce qui est un projet intégré pour les auditeurs? Bien, c'est un projet intégré, c'est comme un outil réglementaire que certaines villes ont mis en place qui permet de, si tu veux, faire fi des réglementations de lotissement standard pour avoir une densité un peu plus grande puis partager des infrastructures, surtout. Donc, c'est un partage d'infrastructures pour augmenter la densification. Oui. Essentiellement. Oui, puis partager, oui, exactement. Oui. Puis donc avoir moins d'impact. Puis dans le cas de Sutton, qui est une municipalité très bien organisée, qui a vraiment des règlements bien cadrés avec son territoire, sa communauté, bien, il y a une obligation de mettre du terrain en conservation. Oui. Donc, écoute, c'est pour moi, c'est... Est-ce que vous prévoyez le faire en copropriété? Oui. Oui. Parce que pour ceux qui nous écoutent, là, il y a plusieurs, dans la couronne sud de Montréal, plusieurs municipalités, en fait, qui vont vraiment prioriser les projets intégrés. Mm-hmm. Donc, les promoteurs achètent les terres, évidemment, autorisation de la municipalité, font les rues sous seing privé. Et vous voyez des propriétés, des maisons unifamiliales, mais qui sont gérées d'une façon en copropriété. Donc, vous avez des grands terrains qu'on appelle à usage privatif. Donc, c'est une partie commune à usage privatif. Donc, c'est ce que vous souhaitez instaurer à Sutton. Oui, exactement. Oui. C'est d'avoir un parc. Ben, en fait, ça devient à la fois, pour moi, j'atteins mon objectif de protéger du territoire. Oui. Puis, d'un autre côté, je l'utilise comme un levier pour valoriser les terrains, les propriétés que je veux vendre. Oui. Parce qu'on ne vend pas seulement un terrain avec une maison, on vend un terrain, une maison et un parc privé dont les gens vont pouvoir profiter. Donc, et sur ce parc-là, on veut faire des petits aménagements récréatifs légers qui vont, ben, d'une part, permettre de concentrer l'utilisation que les gens vont faire de ce terrain-là. Oui. On peut aller se promener partout parce qu'il y a une grande vie naturelle sur le terrain. Il y a des ours, il y a des chevreuils, il y a... Pas le temps de protéger. Oui, exactement. Donc, en aménageant, ça peut paraître un peu contradictoire, mais en aménageant, on protège parce qu'on concentre et on dirige l'utilisation que les gens vont faire. Donc, en créant un sentier, on s'assure que les gens ne marchent pas n'importe où. En créant une aire de pique-nique ou un rond de feu, c'est super granulaire, là, ce que j'explique, mais c'est des principes qui font que on concentre l'action humaine. Exactement. En fait, je t'écoute parler de tout ça. Ça prend des partenaires financiers parce qu'une banque, institution financière traditionnelle n'embarque pas dans un projet comme ça? Oui, il y en a qui embarquent. Oui, je pense que si le projet est bien monté, ça prend évidemment, l'achat de terrain, on le sait, là, il y a beaucoup de barrières à l'entrée parce que les banques ne financent pas de la même façon que pour une propriété, pour une maison. Donc, oui, ça prend des bons partenaires, tout à fait. Alors ça l'accentue le coût, en fait, aussi. Donc, parce que quand on parle d'accès à du crédit, là, plus le financement est simple, dans le fond, il y a un afflux d'acheteurs. Et à partir de là, en réalité, on ne va pas nécessairement limiter, parce que nous, on le voit là, dans d'autres régions, souvent, les propriétaires terriens, ce sont de gros joueurs, en fait, qui vont financer par eux-mêmes. Donc, c'est, par exemple, une petite portion de la population qui vont détenir une très grande proportion du territoire. Donc, pour des joueurs qui veulent commencer le développement, c'est pas nécessairement simple. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée, puis il y a certains leviers qui existent, comme par exemple la balance de vente, qui est un levier à utiliser, à essayer. Puis moi, ce que j'ai constaté au fil des années où j'ai fait
j'ai travaillé sur des transactions de gros territoires. Il y a un profil aussi de propriétaires terriens qui sont des gens qui ont un certain âge et qui ont un souci du legs, qui ont un souci que leur terre ne tombe pas entre les mains de n'importe qui. C'est pas tout le monde, mais moi, je suis tombée souvent sur ce profil-là. Oui, donc c'est important, je pense, dans le même courant d'esprit de l'ancrage communautaire, de penser à ça, de penser à ce que... L'héritage, puis de ce que la personne... Moi, le terrain de Sutton, ça faisait 40 ans qu'il était dans le patrimoine familial. Là. OK. Donc, ça fait partie d'une certaine forme de condition d'achat qu'on peut garantir à la famille. Ben oui, d'impliquer ces gens-là. C'est pas juste transactionnel. C'est émotif, souvent. Exact. C'est vraiment intéressant. Compagnie Valeur Ajoutée, Alix Ouellet, cofondatrice. Vraiment, j'adorais l'entrevue parce que c'est une approche totalement différente. On pourrait s'imaginer, en fait, que les gens vont vouloir faire vraiment des rendements rapidement, aller dans des centres d'activité, là, des centres urbains beaucoup plus actifs. Mais vous avez vraiment une tangente qui est totalement différente. Oui, c'est comme le slow immobilier. Le slow immobilier. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On aura certainement la chance de se reparler éventuellement pour voir l'évolution de tes projets. Merci de l'invitation. Je te souhaite une belle journée. Merci. Vous aimez l'émission? Vous avez des commentaires, des suggestions? Écrivez-moi à imo@cogecomedia.com. Je prendrai le temps de lire vos courriels, d'y répondre et certainement amener les sujets. Alors, imo@cogecomedia.com. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Maxime Dostie, propriétaire de la compagnie Ancestra. Bonjour Maxime, comment ça va? Ça va bien, toi, Jean-François? Ça va très bien. Maxime, j'avais le goût de t'inviter parce que, en fait, vous êtes dans le domaine de la construction, mais vraiment une niche quand même très intéressante. Vous êtes dans la restauration. Une de vos spécialités, c'est la restauration des vieux bâtiments. C'est bien ça? Oui, exactement. C'est pas dû à tout le monde de faire ce genre de travail-là parce que ça amène un niveau d'expertise qui n'est pas donné à tout le monde, finalement. Oui. Il y a quand même une certaine complexité. Ça prend de la versatilité. Ça prend... une certaine connaissance qui tend un peu à se perdre également. Là. En fait, on le voit, par exemple, dans des secteurs comme Westmount, un peu Outremont, dans les grandes villes, on voit que les gens mettent beaucoup, beaucoup d'investissements à faire de belles restaurations. Est-ce que tu sens cette même engouement-là dans la région de Sherbrooke? Oui, dans les cantons de l'Est. Dans les cantons de l'Est, oui. C'est sûr que la prise de valeur des propriétés aussi accentue le phénomène. C'est que les gens ont un petit peu plus de budget pour bien faire les choses. Là. Parce que c'est des projets complexes qui peuvent être longs et très onéreux aussi. Donc, ça prend des gens qui sont passionnés de l'architecture. Oui. Souvent, il faut que les propriétaires soient passionnés à la base. Connaissants aussi? Informés? Informés, il faut qu'ils quand même fassent leur devoir. Là. Il y a un ordre de choses. Il faut faire les bonnes choses, mais dans le bon ordre. Là. Puis d'ailleurs, en fait, Maxime, on se parle, puis en réalité, là, je pense que vous êtes pas mal les seuls en Estrie là, à faire de la restauration de ce calibre-là. Dans le fond, vous faites des manèges militaires, avez-vous déjà fait des églises, des choses comme ça? On a fait quelques églises, beaucoup plus anglicanes. Notamment là, à Georgeville, on a fait l'église Saint-George. OK. On a fait l'église Ways Mills. Fait que c'est vraiment on a touché à quand même beaucoup de petites églises. Beaucoup d'églises anglophones, là, les Trinity Church. Donc, ce genre de bâtiment-là, on en a fait quelques-uns, oui. C'est quoi la complexité? Parce qu'on parle de restauration, on a le code du bâtiment et la réglementation municipale. Est-ce qu'on peut trouver un compromis entre les deux? Ou... Ça dépend. C'est sûr qu'il y a certaines maisons, certaines propriétés qui sont plus contraintes lorsque les bâtiments sont cités. Donc, on doit être vraiment conforme à la construction d'origine. La complexité, ça prend la compétence dans la main-d'œuvre, mais également, il faut pouvoir retrouver les matériaux de qualité équivalente. Et c'est sûr que au niveau de la logistique, c'est de plus en plus compliqué. La disponibilité des matériaux est plus difficile à trouver. Les prix sont plus onéreux depuis 2021. On a connu quand même une bonne croissance là, au niveau des coûts des intrants. Là. Et puis ça va probablement continuer. Probablement. Là.
Sans compter le fait que vous êtes en renouvellement de convention collective en ce moment. Oui, effectivement. Le secteur commercial institutionnel, là, ça semble quand même bien réglé. Oui. Par contre, le secteur résidentiel, on sent là, qu'il y a quand même un écart là, entre l'offre patronale et syndicale. Donc, ça crée un peu d'incertitude dans le marché, combiné un peu avec nos tarifs là, de nos voisins du Sud. Oui. Qui, bon, je pense que tout le monde est un peu au fait là, de la politique de M. Trump. Et ça crée beaucoup d'incertitudes, tant chez les fournisseurs, tant américains que canadiens finalement, là. Donc, les prix fluctuent beaucoup. On a noté quand même des augmentations sur certains éléments de l'ordre de 25 là. Donc, les prix ont déjà commencé à... Vous le sentez sur le terrain. Exactement. La disponibilité est un petit peu plus complexe également, Oui. là. Donc, on sent déjà les tensions là, au niveau des prix, au niveau de la disponibilité. Combiné, c'est ça, aux tensions de la négociation dans le secteur là, pour la loi R20, ça rajoute un petit peu d'incertitude. Donc, on voit un peu dans le domaine aussi là, lié aux tarifs, c'est qu'il y a beaucoup de gros donneurs d'ouvrages qui semblent un peu sur le hold, donc OK. qui attendent un peu, qui ralentissent leur investissement compte tenu qu'il y a un peu d'incertitude. Au niveau des marchés en général, finalement. Oui, effectivement. Maxime Dostie d'Ancestral, je vais te couper quelques instants, le temps d'une pause publicitaire, puis j'aimerais ça après qu'on approfondisse un peu plus la question de la restauration de nos patrimoines au Québec, parce que le parc immobilier, c'est un secteur qui est vieillissant, mais je pense qu'on a quand même une responsabilité commune ou sociale de maintenir notre histoire. Alors, je te retrouve dans quelques instants. Parfait. Merci. Vous écoutez le balado Les dessous de l'immobilier en Estrie avec Jean-François Bérubé. Nous sommes de retour avec M. Maxime Dostie de la compagnie Ancestral. On parle de restauration de notre patrimoine, nos vieilles propriétés. Merci encore une fois, Maxime, d'avoir accepté l'invitation. On a un parc immobilier, même à Sherbrooke, qui est vieillissant. Tu as sûrement quelques exemples en tête. On est quand même dans une situation, le parc, les maisons les plus âgées à Sherbrooke, qu'est-ce que tu as vu passer? Sherbrooke, on a un peu début 1800. Dans les cantons en général, on a un petit peu de 1800. On a secteur Georgeville, on en fait une de 1805 qui est cotée la maison Ease, qui a une valeur symbolique là, pour la ville de Magog. Sherbrooke, on a quand même une très belle architecture là, d'inspiration anglaise. On a un petit peu de victorien, un peu colonial. Donc, on est vraiment dans les années 1885, en fait, 1880-81, c'est un peu le début là, de l'architecture à Sherbrooke, avec des maisons un petit peu plus cossues, donc révolution industrielle. Fait que là, on voit là, qu'on a des maisons avec beaucoup plus de valeur patrimoniale qui émergent. Le Second Empire est très présent à Sherbrooke. Par contre, il n'y en a pas beaucoup qui ont été bien préservés. On voit certaines de ces maisons-là qui ont perdu leur âme au fil des années. Oui. Mais par contre, il reste également quelques puristes. Là, je pense qu'il y a le 428 d'Offren qui a été restauré l'an dernier. Ces gens-là ont mis beaucoup d'énergie, d'efforts et d'investissement. Et d'investissement à préserver l'intégralité de leur propriété. Ils ont restauré la tapisserie intérieure qui datait de 1920. Ils l'ont restaurée? Oui, ils ont enlevé... c'est un peu avant moi, là, c'était dans les années 80. Eux ont acheté la maison en 73, là, si je m'abuse. OK. Puis ils ont vraiment restauré l'intérieur, qui était une maison qui avait été convertie en immeuble à revenus. Donc, ils ont redonné sa vocation d'origine, maison unifamiliale. On a restauré l'intérieur. On a restauré les escaliers, notamment. Il avait restauré les tapisseries d'origine. Il avait décapé 4 épaisseurs de tapisserie pour retrouver la tapisserie d'origine. Donc ça, c'était vraiment des gens de Montréal qui étaient venus. Ils ont restauré également tout ce qui était mouluration en plâtre. Donc, on avait un maître plâtrier qui était venu. Et nous, on travaillait quand même beaucoup sur cette maison-là en certaines phases.
La dernière phase qu'on a fait, c'était l'an dernier, c'est la restauration de la toiture. Donc, pour remettre la toiture un peu dans son état d'origine avec des bardeaux d'acier sur le toit mansardé et une toiture d'acier, ce qu'on appelle agrafe pincée sur le toit principal. OK. Donc, c'est un travail assez de longue haleine. C'est des artisans qui peuvent faire ça, hein? C'est ça, c'est des gens de la construction, faire Mais plancher. très niché. Exactement. Donc, ça prend une compétence puis de l'expertise là, dans le domaine. Pas facile à trouver. Non, c'est l'enjeu de la main-d'œuvre. Je pense que ça touche un peu tout le monde présentement, en tout cas dans beaucoup de secteurs, principalement dans la construction. On a beaucoup de départs à la retraite, donc... Ah oui, la main-d'œuvre qualifiée, on la perd. Exactement. Donc, c'est important de continuer la formation auprès des jeunes, puis de transmettre le flambeau également. Là. Donc, tu es en recrutement de jeunes en espérant que les vieux enseignent, j'imagine? Oui, on est toujours un peu en recrutement. Ouais. Par contre, on a quand même des bons éléments qui émergent. Ah oui? C'est encourageant? Oui, c'est encourageant. On a quelques nouveaux membres de l'équipe qui sont joints à nous. Des jeunes de 30 ans avec une bonne tête, très habiles, qui apprennent vraiment vite. Donc, on est assez chanceux. Là. On a quand même un bon bassin de main-d'œuvre. Puis encore des gens talentueux également. Là. C'est quoi les enjeux? Là? Par exemple, on parle d'un remplacement d'une porte en bois d'origine. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la retire? Est-ce qu'on la restaure? C'est quoi les procédures? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un jour, on se décide à la retirer ou d'en refaire fabriquer une, mais en même temps en gardant l'authenticité du produit? Oui. Ça dépend de l'état de la porte, de sa valeur en termes architecturaux, Ouais. de la qualité d'assemblage, de construction à l'époque. Il y a encore quelques fournisseurs de portes qui sont capables de faire des reproductions OK. en les mettant aux normes d'aujourd'hui, mais en les gardant avec leur essence, au sens que ils peuvent reproduire la porte, mais elle va être plus étanche, donc... Tout en ayant, mettons, un niveau capacité. Tout est dans l'efficience énergétique aussi, finalement. Oui. Parce qu'on veut améliorer le bâtiment, mais est-ce qu'on doit se conformer au code du bâtiment lorsqu'on fait ce genre de restauration-là? En fait, on doit se conformer au bâtiment. En fait, ça dépend. Si on fait une rénovation, Ouais. une restauration majeure, Ouais. donc les gens qui vont tout démolir à l'intérieur de la maison pour tout rebâtir en neuf, lorsque c'est une rénovation majeure, ils vont devoir, dans certains cas, se remettre au code du bâtiment. OK. Lorsque c'est simplement une restauration, exemple, changer une porte, ils vont devoir se reconformer au code de construction de l'année de construction de la propriété. OK. Donc, il n'y avait pas de code de construction là, avant 1930, là, si je m'abuse. Donc, changer une porte, ça n'aura pas beaucoup d'incidence. Par contre, c'est sûr qu'on essaie d'inciter les gens à améliorer l'efficience au niveau énergétique de leur propriété. Par contre, il faut bien faire les choses. Quand on voit les gens qui ont giclé de l'uréthane à l'intérieur des murs, c'est sûr que ça peut générer des problématiques, faire pourrir les murs de moellons. Donc, il y a tout le temps des étapes à suivre. Il faut vraiment bien maîtriser le bâtiment. Exactement. Puis il faut souvent commencer par la base. Souvent, nous, on fait des plans d'intervention avec nos clients. Quand, exemple, la fondation arrive en fin de vie, qu'on a des infiltrations d'eau, que la fondation est en pierre, en moellon, Ouais. nous, notre procédure, en fait, souvent, c'est pour être étanche à l'extérieur. C'est OK. la première étape. Par contre, de mettre une membrane liquide sur du mortier qui se désagrège ou des fois, il n'y a pas de mortier. Donc là, il faut restaurer la fondation de pierre. OK. Dans certains cas, sur des maisons ou des bâtiments commerciaux qui ont moins de valeur patrimoniale, s'il n'y a pas de fondation, des fois, elle peut être démantelée au complet, mais on essaie, dans la mesure du possible, de restaurer lorsque les fondations, souvent en Estrie, à Sherbrooke, les constructions 1880, on a des belles fondations, 24 pouces d'épais en mur de pierre sur le roc. Donc, puis on voit la qualité de ces murs-là en fonction des artisans de l'époque. C'est fascinant.
Oui, et selon les pierres qui étaient sur place. Oui. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que l'excavateur creuse, le maçon rejoint toi, la maçonnerie, et par la suite, on peut la rendre étanche pour avoir un sol qui est sec et sain. Et c'est l'intégralité structurale du bâtiment, parce que si on a une fondation, que le mortier est désagrégé, donc on a des fissures, on a des mouvements, donc il faut commencer toujours par une bonne base. Et c'est ça, on voit souvent des mauvaises interventions qui ont été faites. Au fil des années. C'est ça. Les années 70, souvent, c'est des cauchemars, là. Ah oui, hein? C'est les pires interventions qui ont été faites. Les années 70, recouvrement d'aluminium sur une maison de bois. Ouais. L'eau s'infiltre, ça fait pourrir l'ancien déclin qui n'avait pas été enlevé. L'isolation de la miouf à l'époque, ça, c'est l'ancêtre de l'uréthane. Ouais. C'était oui, hein? brassé sur chantier. Donc, c'est de la... Là, il ne faut pas que je me trompe, là, mais c'est de la mousse de formaldéhyde qui était injectée dans les murs. Et c'est subventionné par l'État aussi. oui. Et c'est ça, c'est que ça crée un retrait. Donc, ça crée un pont thermique. Puis je sais que toi, tu es quand même assez à l'aise là, avec la science du bâtiment. Ouais. Mais quand on a un petit bris thermique, c'est pire qu'un mur qui est vide, qui va s'assécher par lui-même. Donc, ces années-là, ils ont créé des problématiques en voulant améliorer l'efficience du bâtiment côté énergétique. C'est le temps, finalement, qui a prouvé que l'idée n'était pas bonne. Exactement. C'est un peu la même chose là, avec les mousses d'uréthane ou les matériaux isolants modernes à base de foam, de polystyrène expansé. Donc, souvent, en ayant une mauvaise intervention à la base, on va générer un problème futur que ça va prendre quand même quelques années là, avant que les conséquences en ressortent. C'est un peu la même chose qu'on voit avec les modifications du code de construction au niveau de l'enveloppe du bâtiment. Donc, tout ce qui est facteur isolant, on tend beaucoup plus à vouloir isoler par l'extérieur en s'inspirant un peu malheureusement juste de ce qui se fait aux États-Unis, même dans la construction neuve. Donc, on voit qu'il y a un petit peu de divergence là, entre ce que le nouveau code veut aller là, versus il y a d'autres visions comme le modèle plus scandinave qui est des murs de 2 par 8 avec de la laine de roche. Nous, on aime bien la Roxul parce que c'est une laine qui va sécher, qui ne moisit pas. À long terme. À long terme, le facteur isolant est plus dense. Donc ça, c'est un produit qui est quand même adapté pour des vieux bâtiments. Maxime, tu me parles de tout ça, là, puis en réalité, là, c'est fascinant parce que tu es un passionné d'architecture, un passionné du bâtiment. Évidemment, ça va attirer la clientèle qui a la même passion. Pour ceux qui nous écoutent, qui espéraient un jour peut-être acheter un vieux bâtiment et de faire les rénovations au gré du temps, c'est pas nécessairement la solution parce qu'on voit qu'il y a plusieurs étapes. Une analyse complète du bâtiment avant de faire une acquisition, je pense que c'est nécessaire. Ça dépend du bâtiment, dans l'état qu'il est, puis les attentes et les compétences des propriétaires. Donc, on peut voir certains propriétaires que, bon, ils ont une certaine compétence, donc ça peut bien aller, mais ça dépend de l'état du bâtiment et de sa complexité architecturale. Et c'est toujours de bien faire les choses, mais dans le bon ordre. Et surtout, Maxime, de s'assurer de respecter les exigences d'une municipalité versus une autre. Parce qu'on le sait que, par exemple, faire la restauration d'un bâtiment ancestral dans la région de Montréal, c'est beaucoup plus restrictif, beaucoup plus complexe, par exemple, que dans la région de Sherbrooke. Donc, il faut quand même s'informer avant de savoir, avant de faire l'acquisition, de vouloir se lancer dans un projet comme celui-là. Effectivement, il y a beaucoup de restrictions qui sont en place. Westmount est une des villes les plus sévères. En Estrie, North Atlee et Ayers-Cliff sont des municipalités qui encadrent quand même beaucoup. Exemple, pour changer la couleur d'une maison qui serait citée, ça prend l'approbation du conseil municipal à North Atlee. Donc, ça évite que les gens fassent un petit peu n'importe quoi. Donc, North Atlee, c'est un milieu qui est assez conservateur. Donc, c'est beaucoup plus restreint qu'une ville comme Sherbrooke, qui a un petit peu moins de mesures de restriction.
Maxime, vraiment, franchement, merci beaucoup d'être venu à l'émission pour nous partager, en fait, tes connaissances qui sont, à mon sens, extrêmement nichées. Alors, Maxime Dostie de la compagnie Ancestra, fait depuis 2003 que tu es en affaires, je ne me trompe pas? Oui, Hein? c'est ça. Le temps file, ça fait longtemps que je te connais. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu es un homme très occupé. Alors, écoute, on aura certainement d'autres sujets intéressants à partager dans des futures émissions sur les restaurations de nos beaux bâtiments du Québec. Merci, Jean-François. Merci, bon avant-midi. Au revoir. C'est déjà ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous. Je veux remercier mes précieux collaborateurs, M. Jean-François Poulain, urbaniste, M. Maxime Dostie de Ancestra, ainsi que Alix Ouellet de la compagnie Valeur Ajoutée. J'ai à remercier Gilbert à la console. N'oubliez pas qu'en tout temps, vous pouvez aussi réécouter l'émission Les Dessous de l'immobilier en Estrie ou encore les partager avec vos proches en allant sur le site du 1077 Estrie dans la section rattrapage ou encore via l'application Cogeco Média sous la section Balado. Vous avez des questions, des commentaires, voici mon courriel imo.estrie@cogecomedia.com. On se retrouve samedi prochain dès 11h pour un nouveau segment des Dessous de l'immobilier en Estrie, alors que je vous laisse au bon soin de Priscilla Quirion qui vous accompagnera cet après-midi avec les classiques 80-90. Bonne fin de semaine tout le monde. Les Dessous de l'immobilier en Estrie, une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Rattrapez l'émission en balado au fm1077.ca.